De retour dans l'Africa News pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Mohamed Traoré, Malik Acher et Jemal Taleb. Le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans sera donné le 28 novembre à Dakar au Sénégal. 8 nations prendront part à cette compétition qui se déroulera jusqu'au 12 décembre prochain. Décryptage des forces et faiblesses des sélections en présence avec Birama Saounera. La CAN U23, Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans, est l'une des compétitions majeures du continent africain. Elle rassemble les meilleures sélections de football d'Afrique. Pour l'édition 2015, c'est le Sénégal qui accueille ce rendez-vous sportif. Le Nigeria, champion du monde de U17, et le Mali, finaliste de la même coupe, sont perçus comme les principaux favoris à cette compétition africaine. L'équipe du Sénégal, pays organisateur, sera également suivie de près lors de ce tournoi. Quels sont les atouts et les faiblesses des différentes équipes? Les têtes d'affiche sont-elles assurées de se qualifier pour le second tour? Les autres équipes ont-elles la chance de remporter le trophée? Les villes de Dakar et Mbour vont vibrer du 28 novembre au 12 décembre 2015 au rythme de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans. Une compétition très attendue par le peuple sénégalais et les autres amateurs du football africain. C'est une compétition qui a un enjeu très important. C'est d'abord la qualification pour les Jeux Olympiques Rio 2016. C'est-à-dire tout simplement que nous aurons donc une très belle compétition. C'est un rendez-vous interplanétaire que tout le monde voudra bien sûr voir et auquel plutôt toutes les équipes, toutes les sélections africaines voudront bien sûr y être. Cette compétition est composée de deux groupes. Dans le groupe A, le Sénégal, pays hôte, affrontera l'Afrique du Sud, la Zambie et la Tunisie. À part le match Afrique du Sud-Tunisie qui a lieu à Hambourg, toutes les autres rencontres du groupe A auront lieu à Dakar. Le groupe B est composé du Mali, du Nigeria, de l'Algérie et de l'Égypte. Et tous ces matchs auront lieu à Hambourg. Vous avez de très grandes nations de football au sein de la poule B. En l'occurrence plutôt la Tunisie aujourd'hui, l'Algérie aujourd'hui. Vous avez le Mali qui vient de passer la Coupe du Monde U20 avec une brillante compétition. Ils ont terminé 3e. Le Nigeria qui a fait aussi la Coupe du Monde U20. Et donc beaucoup de ces joueurs-là qui se retrouvent aujourd'hui au niveau des U23. Et ça fait que la poule est un peu relevée. Aujourd'hui, l'Égypte, le football est un peu plus local. Donc avec une bonne équipe des moins de 23 ans qui sont bien en place. Ça fait que surtout il y a deux duels maghrébins. Et un duel maghrébin contre un duel d'Afrique occidentale. Et ça fait qu'au moins, disons qu'il y a des équipes favorites pour gagner ce tournoi. Le Mali et le Nigeria sont considérés comme les favoris de cette CAN U23. Les poulains de Cheikh Oumar Koné du Mali ont fait un parcours impressionnant pendant les éliminatoires. En juin 2015, dans une finale pour la 3e place 100% africaine, le Mali a pris le meilleur sur le Sénégal 3-1 à Auckland, en Nouvelle-Zélande, pour monter sur le podium de la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Vice-champion du monde des moins de 17 ans, le Mali est très attendu dans ce tournoi. Même chose pour le Nigeria, champion d'Afrique des moins de 20 ans et auréolé du titre des champions du monde des U17. Il y a de la bonne graine en Afrique et pour moi, en vue les performances réalisées par ces deux nations africaines, en battant le Brésil, en se permettant de battre des nations majeures comme la Belgique, le Mali et le Nigeria, dans la poule B, font pour moi figure d'épouvantail en tenant compte des prouesses réalisées il n'y a pas si longtemps. Il ne faut pas aussi oublier de signaler que le Mali est champion d'Afrique cadet et le Nigeria est champion du monde cadet. Ce sont des données fondamentales qu'il faut prendre en vue. Mais du côté de la poule A, le Sénégal, jouant sur ses installations à domicile, peut jouer quand même un rôle prépondérant car le public va quand même jouer son rôle de 12e homme en poussant les Gaïndés à chaque rencontre à la victoire. Parmi les 8 sélections qualifiées pour cette Coupe d'Afrique des Nations de petite catégorie, le Sénégal, pays organisateur, n'a pas pris part aux éliminatoires. Pour certains spécialistes du ballon rond, cela pourrait être considéré comme un handicap. Il faut parler du Sénégal, qui aura donc l'avantage des installations. Le Sénégal qui va évoluer devant son public. Le Sénégal, mais qui aura quand même peut-être un petit handicap. C'est le fait que le Sénégal n'a pas disputé les éliminatoires pour se qualifier pour cette phase finale. Alors que lorsque vous prenez les autres sélections, c'est des sélections qui ont d'abord disputé des matchs intermédiaires, autrement dit des tours intermédiaires, avant de se retrouver au niveau de la phase finale, donc au Sénégal. Ça sera peut-être le petit handicap
handicap au niveau de cette équipe du Sénégal. Mais attention, les Lions de la Teranga vont évoluer devant leur public. Le 12e est très important lorsqu'on parle du football. 3 sélections maghrébines participeront à cette compétition continentale, la Tunisie, l'Algérie et l'Égypte. Des pays qui pourront créer la surprise dans ce tournoi de U23. Les Maghrébins ont toujours une avance tactique sur les autres, que ce soit l'Égypte, l'Algérie ou la Tunisie. Il faut faire attention, car généralement, ces équipes maghrébines ont un ascendant tactique et collectif au niveau du contenu du jeu qui est souvent supérieur aux autres équipes africaines. La CAN U23 est aujourd'hui une occasion pour les jeunes joueurs africains de se mettre en évidence, pour montrer leur talent. Au-delà des joueurs, les techniciens de différentes sélections rivaliseront à travers des plans de jeu qu'ils mettront en place durant cette compétition. Selon les analystes, dans ce tournoi, toutes les équipes se valent. Les sélections partent à chance égale, mais c'est dans la compétition, c'est au cours bien sûr des différentes rencontres que ces sélections-là pourront maximiser leurs chances. Et c'est à ces niveaux certainement qu'interviendront les expériences des entraîneurs, autrement dit le travail des entraîneurs également de ces jeunes joueurs-là. Certainement, ces sélections-là pourront également compter pourquoi pas sur quelques individualités. Depuis plusieurs années, les sélections africaines montent en puissance, notamment dans le domaine du football. Elles tiennent tête à des grandes équipes qui ont l'habitude de montrer leur suprématie lors des compétitions internationales. Le Nigeria et le Mali sont une parfaite illustration. Je crois que déjà le récent passage de ces équipes chez les U17 et les U20 nous a montré quand même que l'Afrique a suffisamment de la valeur pour rivaliser avec les grands. C'est vrai que c'est à un cran moins chez les jeunes, mais je crois que si on ajoute un peu d'organisation aussi à notre façon de faire dans le foot africain, je crois qu'on peut discuter à armes égales avec toutes les sélections du monde entier. La première édition de la CAN U23 s'est déroulée du 26 au 10 novembre 2011 au Maroc. La compétition avait été remportée par le Gabon qui a battu en finale le Maroc, pays organisateur sur le score de 2-1. L'Égypte a terminé 3e et le Sénégal 4e. À l'issue de cette deuxième édition de ces championnats d'Afrique des nations de moins de 23 ans, les 3 premières sélections seront directement qualifiées aux Jeux Olympiques 2016 à Rio, au Brésil. Quant à la 4e, elle disputera un match barrage contre une équipe membre de la Confédération asiatique de football. Mohamed, on connaît maintenant la composition des 2 groupes. Est-ce que c'est des groupes qui vous semblent équilibrés? Équilibrés, oui. Déjà, c'est 8 équipes africaines sur 52 nations. Donc, ça prouve que ce sont les meilleures équipes de cette catégorie qui se sont qualifiées pour cette compétition. Et quand on voit comment la composition, on se rend compte que ce sont 2 groupes homogènes, même s'il y a des équipes comme le Nigeria, le Mali, qui, ces dernières années, ont prouvé des bonnes choses au niveau des jeunes. Et donc, du coup, c'est vrai qu'ils ont un peu plus ils partent favoris dans leur groupe, même si les autres aussi, comme l'Algérie, la Tunisie, ce sont des pays qui ont un championnat structuré, qui ont des bases en matière de formation et une certaine cohérence depuis plusieurs années dans leur football. Donc ça fait que on part avec certaines inconnues, mais il y a les constantes qui sont toujours présentes, à savoir la mobilisation des équipes comme le Nigeria, le Mali, un peu le Sénégal en matière de formation et qui viennent en compétition, qui brillent par éclat. Et aussi des pays qui sont toujours là, même s'ils ont du mal à remporter ces trophées-là. Alors quand on dit que le Mali et le Nigeria sont les 2 grands favoris de la compétition, vous êtes d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord avec ça parce que le Nigeria en compétition des jeunes, c'est une équipe qui s'est toujours illustrée et qui a d'ailleurs remporté les Jeux Olympiques en 1996. Mais au-delà de ça, a été championne du monde en U20 ou en U17. La même chose pour le Mali qui était championne d'Afrique cette année en U17 et à U20 ils ont joué la finale de la Coupe du Monde justement contre le Nigeria. Donc les équipes qui vont se présenter comme ce sont les U23, ils vont piocher dans le réservoir de ces joueurs-là qui ont eu à jouer des grosses compétitions, qui ont l'expérience de ce genre de compétition pour pouvoir essayer de remporter le trophée. Alors certains analystes estiment que ce sera quand même plus compliqué à l'intérieur du groupe B qu'à l'intérieur du groupe A. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non, je pense pas. Je pense qu'ils disent ça parce que bon, il y a le Sénégal, il y a l'Afrique du Sud, peut-être la Zambie, mais moi je pense que en matière de, quand on voit les parcours des différentes équipes dans les éliminatoires, ça n'a pas été facile.
Peut-être le Sénégal n'a pas eu à jouer les éliminatoires vu que c'est le pays hôte, mais cette équipe-là a été championne d'Afrique lors des Jeux africains à Brazzaville il y a quelques mois. Donc ça veut dire que c'est une équipe qui a de la ressource. Et il y a aussi tout ce que ce pays met à disposition de la jeunesse à travers les centres de formation Djambar et aussi une nouvelle politique sportive qui est là pour essayer de faire en sorte que les jeunes puissent avoir l'esprit de la gagne. Donc pour moi, il n'y a pas de... Tous les deux groupes sont équilibrés et ça va être difficile pour chacune des équipes. Même les favoris dont on parle, le Nigeria et le Mali, ça va être difficile pour eux parce qu'ils auront en face de l'Algérie, par exemple, qui n'est pas aussi une petite équipe à ce niveau-là. Malik, qu'est-ce que cela peut apporter au Sénégal d'organiser une telle compétition ? Je pense que c'est un test véritable pour, pourquoi pas, recevoir la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Je dis la prochaine et encore là, il me semble que ça sera 2000... 24 ans. Ouais, enfin, la Coupe d'Afrique qui n'a pas été encore attribuée, je crois que c'est 2023 ou 2025, je ne sais plus, parce qu'il y a eu toute cette période... 4 ou 5 Coupes d'Afrique qui ont été attribuées d'affilée notamment à l'Afrique centrale, hein, qui va accueillir de nombreuses Coupes d'Afrique. Donc je pense que pour le Sénégal, c'est une façon de dire nous aussi, nous sommes capables d'accueillir des grands événements. Et puis, bon, la CAN U23 n'a pas la même portée, je dirais, économique que la CAN, mais si l'engouement est là, pourquoi pas faire de cette compétition un événement qui pourrait attirer les sponsors et des investisseurs lors de cette compétition. Donc je pense que c'est une chose bénéfique pour le Sénégal et pourquoi pas, cela entraînera, je pense, un rôle moteur dans le sens où on aura beaucoup plus de formations, beaucoup plus d'infrastructures qui vont être mises en place pour permettre à ces joueurs d'être performants pour représenter le pays. Maintenant, moi, j'ai vu, je suis amateur, je ne suis pas professionnel comme Mohamed sur ce sujet-là, mais j'ai regardé un peu les compositions. C'est vrai que on ne sait pas qui sera le prochain vainqueur. Il n'y a pas vraiment d'équipe qui sort du lot, mais on voit quand même qu'il y a des équipes qui sont privées de leurs pros quand même, pas mal d'équipes, et d'autres équipes qui ont la chance d'avoir des joueurs évoluant à l'étranger. C'est le cas du Sénégal qui, quand même, s'est bien illustré lors des derniers Jeux africains à Brazzaville. Donc, peut-être que le Sénégal sera aussi la surprise de cette compétition, je l'espère pour le pays. Et ça, justement, dès lors qu'il y aura cette surprise-là, j'espère pour le Sénégal, ça provoquera un engouement auprès de la population pour cette compétition-là, qui est toujours mise un peu de côté. Mohamed, c'est un test pour les Sénégal, l'organisation de cette CAN U23 ? Tout à fait, c'est un test parce que le choix a été porté sur le Sénégal lors de la CAN U20 que le pays avait organisée en début d'année pour essayer de montrer à la CAF qu'ils sont dans un partenariat qui peuvent leur permettre d'accueillir la Coupe d'Afrique dans 6 ans. Et c'est vrai que le Sénégal, depuis 1992, n'ont pas organisé une compétition d'envergure africaine. Et aujourd'hui, il y a pas mal d'infrastructures qui doivent être rénovées ou construites autour du sport, du football. Et ils sont en train de s'agripper à ce type de compétition pour pouvoir espérer avoir l'aval de la CAF d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations et par ricochet construire des stades. On a vu qu'il y aura 2 poules, l'autre ça sera en Bourg à quelques kilomètres du Sénégal pour montrer qu'au-delà de la capitale, en région, on a la possibilité d'accueillir la compétition et je pense que c'est un très bon signal des autorités sénégalaises parce que quand on sait que le football, il y a quelques années, la fédération a été dissoute, il y avait un comité de normalisation, rien n'allait. Là, ils sont revenus. Voilà, ils avaient disparu. Là, ils sont revenus. Ils ont pu faire des états généraux du football qui leur ont permis d'aller sur des nouvelles bases. Ils ont créé une ligue professionnelle de football. Ils ont pu faire en sorte que ce pays puisse accueillir des investisseurs dans le football pour pouvoir former des jeunes, mettre en place des initiatives. Et aujourd'hui, on voit dans les résultats du football sénégalais que la jeunesse est en train de porter ce football. Et là, les autorités aussi sont en train de s'appuyer sur ça pour pouvoir dire à l'Afrique, à la CAF, que nous pouvons faire quelque chose, faites-nous confiance. Et je pense que c'est une bonne façon de faire les choses. Alors Mohamed, c'est seulement la 2e édition de cette Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans. Est-ce que cet événement, d'après vous, va rassembler les spectateurs et téléspectateurs ?
Bon, rassembler, ça va être difficile pour les pays qui ne sont pas qualifiés de suivre cette compétition. Avant, c'était des éliminatoires directs par pays jusqu'à ce qu'on est parvenu à faire qualifier les 3. Mais maintenant, on l'a mis sous forme de poule, 8 équipes qui vont se regrouper dans un même pays. C'est vrai que ce sont les pays qualifiés qui vont bien suivre cette compétition-là. Et il faut voir aussi au niveau de la retransmission télé, comment ça va être repris par les chaînes nationales. Parce que aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une économie réelle qu'il faut trouver pour vraiment financer et puis faire la promotion des autres compétitions de la CAF, différemment de la Coupe d'Afrique qui génère plus de spectateurs, plus de passion, alors que ces deux autres-là, les autres, ce sont je dirais pas des compétitions de seconde zone parce qu'ils ont leur importance, mais en matière d'attractivité et de moyens financiers, il n'y a pas grand-chose. J'ai mal voulu intervenir. Non, je vais juste poser une question à Ahmad, parce que moi je ne suis pas professionnel, je ne suis même pas amateur. La question c'est, l'économie générale du sport génère énormément d'argent, ce sont des entreprises qui fonctionnent très bien, qui marchent très bien. L'impression que nous avons, nous qui connaissons très peu le sport, c'est que finalement le continent africain qui fournit probablement le plus grand contingent de joueurs au monde, qui participe à toutes les compétitions et qui organise un sport assez développé, assez important et culturellement important, est totalement absent de cette économie du sport. Les entraîneurs sont très peu africains, l'encadrement est très peu africain, les chefs de club sont très peu africains. À quoi revient? Comment pouvez-vous expliquer tout ça? Votre analyse, elle est pertinente parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, en matière de ce que génère le sport aujourd'hui, l'Afrique est totalement absent et ça s'explique par une chose très simple, c'est que le sport n'est pas professionnel en Afrique. À partir du moment que ce n'est pas professionnel, on n'arrive pas à mettre en place des stratégies, des moyens pour faire en sorte que ce football puisse apporter quelque chose si on investit. On le voit souvent quand les pays postulent pour l'organisation de la CAN ou même de la Coupe du Monde qui a eu lieu en Afrique du Sud. La question de la rentabilité de l'organisation de cette Coupe du Monde s'est posée en Afrique du Sud. On a construit des stades. Aujourd'hui, ces stades ne sont plus remplis. On se pose même la question à savoir est-ce qu'il y a lieu de construire des stades à 30 000 spectateurs alors que les stades ne seront jamais remplis. Donc tout ceci, ce sont des questions qu'il faut se poser, mais le plus important, c'est qu'il faut que le football de façon particulière, mais le sport de façon générale soit professionnalisé pour qu'on puisse permettre aux athlètes d'avoir un cadre de vie adéquat sur le continent. Et cela va faire en sorte que les meilleurs vont rester sur le continent et ça va attirer les téléspectateurs, etc. Les meilleurs de l'Afrique sont à l'étranger. Les grandes stars athlètes vont s'entraîner dans d'autres pays parce que tout simplement au niveau local, le niveau qu'il a, l'environnement local ne lui permet plus de monnayer ça. Merci. Et tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début de cette émission. Après l'attaque terroriste qui a visé vendredi dernier un hôtel de Bamako, la capitale malienne, 3 pays voisins, la Mauritanie, la Guinée et le Sénégal, ont décrété 3 jours de deuil national. Le Sénégal, dont le président Macky Sall a d'ailleurs exprimé toute sa solidarité avec le peuple malien. Et au Burkina Faso, la campagne électorale pour la présidentielle se poursuit. Plusieurs candidats militent pour une justice équitable et indépendante, notamment sur les dossiers sensibles comme celui du coup d'État manqué du 16 septembre dernier. Nous allons marquer une nouvelle pause. Dans un instant, la 3e partie de l'Africa News.